Voilà donc les pièges essentiels. Et il y a des choses là-dedans, quand vous allez évaluer avec votre curseur vraisemblance, il y a un gros piège très sournois qu'on appelle, enfin, qu'on appelle la culture générale, quoi, ou la pseudo-culture générale, ou nos impressions globales. Et il faut s'en méfier. Je vous donne un exemple, je pars d'un exemple très simple. Ici, c'est un livre, là je vous ai mis un livre qui s'appelle Le Troisième œil. C'est un livre qui est paru en 1958 sous le nom d'un gars qui s'appelait Lobsang Rampa et qui disait avoir vécu une initiation en tant que futur moine tibétain et qu'on lui avait ouvert le troisième œil et c'était un des grands best-sellers de la période New Age, comme on dit. Il s'avère que ce monsieur n'était pas du tout tibétain et qu'il n'a pas fallu longtemps pour qu'on s'en rende compte. Les experts du Tibet, quand ils ont commencé à lire, dès la deuxième page, ils se sont rendus compte que c'était tout pourri. Au bout de la dixième page, ils se sont rendus compte que le type n'avait en plus jamais mis les pieds certainement au Tibet. Et il s'avère que c'était un auteur anglais qui s'appelle Cyril Henry Hoskins qui avait écrit ça en tripant dans son canapé, quoi, sans jamais sortir de chez lui. Peu importe, ça avait créé l'imaginaire de Tibétains incroyables et des pouvoirs absolument incroyables. Et puis, c'était l'époque où pas mal de gens s'emparer de ce sujet, et je vous ai mis l'exemple de Tintin. Alors, pour le coup, Tintin au Tibet, le titre porte pas très bien son nom, parce que l'essentiel de l'action se passe au Népal, mais bon, peu importe. Et dans Tintin au Tibet, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a ce passage-là, où, si vous l'avez, il y en a qui l'ont lu quand même, Tintin au Tibet, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il cherche son copain Chang. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a même le Yeti dedans, il est super cet épisode. Et cette BD, elle est vraiment géniale. Et à un moment, il y a Foudre Béni, qui est le moine là, ici, et il s'élève dans les airs, il va avoir de nouveau une vision, puis il a des visions, quoi. Voyez, et ça nous paraît toujours vraisemblable. C'est ça qui est assez frappant pour nous autres et ceux qui bossent là-dessus, c'est que imaginer un moine tibétain qui lévite, c'est facile pour notre cerveau, parce qu'on baigne dans cette culture-là. Je ne sais pas qui c'est qui me téléphone, mais il faut arrêter. Et par contre, c'est vachement plus dur pour nous d'imaginer un Auvergnat ou un Savoyard qui lévite, par exemple. C'est vachement plus compliqué. J'ai mis ici un Savoyard, tiens, un couple de Savoyards. Pourtant, le phénomène serait remarquable dans les deux cas, si vous voulez. Mais nous, parce que c'est le Tibet, on se dit, oh, le Tibet, c'est loin, donc c'est exotique, donc on ne connaît pas tout, puis ils sont bizarres, et puis c'est compliqué, peut-être qu'ils ont des dons qu'on a perdus, alors qu'un Savoyard, bon, c'est pas très loin, on ne traite pas tout à fait de la même façon, quoi. Donc les choses peuvent nous paraître vraisemblables quand elles sont loin, éloignées d'une autre culture et tout, et puis peu probables quand elles sont très proches de nous. En fait, on fait un travail là sur les stéréotypes sociaux, quoi. L'imaginaire que l'on greffe à des groupes sociaux. Je vous ai mis d'autres exemples. Lequel de ces deux personnes, là, est docteur en sciences? D'un côté, vous avez Hubert Reeves, de l'autre côté, vous avez Guy Maître-Viron. Bon, réponse? Bon, les deux. Les deux, c'était une feinte. Mais tout le monde imagine que c'est lui. Parce qu'il est barbu, parce qu'il est vieux, parce qu'il ressemble à l'imaginaire que l'on a. Vous l'avez peut-être déjà vu présenter les étoiles filantes l'été, c'est toujours lui qui fait les émissions là-dessus. C'est le papy astrophysicien qui vient raconter les histoires sur le ciel depuis 40 ans en France. Ça a un impact médiatique. Le fait que ce monsieur soit barbu, chauve, qu'il ait l'air vieux et qu'il ait l'air gentil et bienveillant, fait que c'est toujours lui qui est invité et les astrophysiciens s'arrachent les cheveux parce qu'il n'y a que lui qui truste la place en fait dans les médias. Quelqu'un d'autre qui voudrait aller parler dans les médias ne pourrait pas, quoi. Bon, Guy Maître-Viron, elle n'est pas astrophysicienne, elle est docteur en maths, hein, c'est ma collègue. C'est ma collègue et amie Guy Maître-Viron qui, comme vous le voyez, picole du bon vin. Dans une soirée, auquel de ces deux hommes allez-vous demander du shit? C'est celui qui est quoi? Celui qui roule. Celui qui roule. C'est celui qui roule. J'ai un ami à qui c'est réel, ça. On ne se rend pas compte de ce genre de violence stéréotypale quand on n'est pas le fruit de la victime. C'est-à-dire que quand on n'est pas homosexuel, on a du mal à sentir ce que c'est que la discrimination envers les homosexuels. Quand on n'est pas une femme, on ne sent pas très bien ce que c'est que la discrimination faite aux femmes. Quand on n'est pas noir, on ne sent pas la discrimination qui est faite aux noirs. Exemple, je ramène un jour un de mes amis, je tairai son nom, hein, dans une fête avec que des blancs. Mais je n'avais pas remarqué, moi, puisque, vous voyez, sur moi, stéréotypalement, je me suis dit, bon, bah, la fête, je ne m'attendais même pas à voir d'autres noirs. Bon, mais je ramène mon pote. Il est de descendance camerounaise, lui, il est français, pur français, mais il est tout noir, quoi. Et je le ramène à la fête chez mes potes. Et au moment de repartir le soir, je dis, alors c'était cool et tout, tu t'es marré et tout. Il me dit, non, c'était horrible. Je dis, mais c'était horrible pourquoi? Il me dit, tout le monde est venu me voir pour me demander du shit. Bah, et lui, il m'a dit, j'ai cru que j'allais les taper, quoi. Il me dit, je me suis vu, c'était Banania, quoi. C'était chocolat.
voyez, c'est exactement ça. En fait, il dit c'est une version moderne du colonialisme, ça. C'est des clichés, j'en ai marre de ces clichés, ça me saoule. Alors c'est pas le cas, c'est pas l'histoire qui dit ça. Lui, Albin, c'est mon collègue de travail, et Serge, c'est un de mes potes qui a suivi le cours ici l'année dernière. Il m'a autorisé à mettre sa photo, et c'est son beau-frère. Et ni l'un ni l'autre ne fume du shit, voilà, bon, si vous voulez savoir. Lequel est acupuncteur, lequel joue du djembé? Bon, bah, aucun joue du djembé, mais il y en a un qui est acupuncteur quand même, c'est lui. Voilà. Boubacar Ba, c'est un pote guinéen qui dit, il me dit, c'est marrant, dans les fêtes en France, à chaque fois qu'il y a un djembé, on me le met dans les mains. On me dit, ah, toi qui viens du pays du djembé là-bas, tu veux pas nous jouer? Alors il dit, bon, je fais plaisir, je fais toum toum toum. Les gens font, ah, waouh, oh là là, qu'est-ce que, oh là, comme t'es fort. Et il dit, bientôt, ils vont croire que j'ai un énorme zizi et que je vais me mettre à danser de manière endiablée. Enfin, il dit, c'est du colonialisme pur, ça. Et on en est tous imprégnés, malheureusement. Il faut savoir s'en départir, parce qu'on en est tous imprégnés. Et on en est imprégné, pas que sur des choses racistes. Hein. Là, je vous mets un exemple qui a été très documenté depuis assez longtemps. C'était une expérience dont je vous ai mis les refs ici, puis qui a été reproduite plusieurs fois. C'était des chercheuses italiennes, si ma mémoire est bonne. Elles bossaient sur les attentes stéréotypales sur les bébés. Mais des bébés qui venaient de naître, quoi, des nourrissons. J'ai fait un pseudo-test moi-même avec mon propre enfant pour voir ce que ça donnait. Et en gros, je vous le résume, ça donne ça, quoi. Si vous déguisez votre nourrisson en petit garçon, quand vous le promenez, les gens font « Oh, ah, c'est un petit garçon, oh, bah, il est costaud, hein, il est bien bâti, oh, qu'est-ce qu'il est, ah, non, il a de l'énergie, hein. » Puis s'il se met à pleurer, c'est « Oh, bah tu vois, il a déjà du caractère. » Vous voyez. Et quand on dit « Ah, mais en fait, c'est une petite fille. » « Ah bon ?» Et là, il y a une octave en plus, déjà. Je sais pas pourquoi. Dès que c'est une petite fille, on monte d'une octave, comme peut-être qu'elles sont sourdes. Je sais pas. « Ah, alors, oh, la petite fille, oh, qu'elle est mignonne, oh, qu'elle est gentille. » C'est déjà plus du tout le même registre. Vous voyez, elle est mignonne, gentille, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est belle, oh, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Vous voyez, les attentes sociales changent déjà dès le début, à partir du moment où on sexue les gens, quoi. C'est là où on dit qu'il y a une construction sociale du genre qui se fait très importante dès la naissance, quoi. On attend de vous, femmes, ici, d'être un peu meilleures dans les résultats scolaires, parce qu'on attend de vous une docilité depuis toujours, qui ont fait qu'on tolérait chez les garçons de mal écrire sur leur cahier, et vous, d'écrire bien. Et on vous mettait plus de pression pour ça. Il y a toute forme de pression qui s'exerce et qui explique pourquoi, par exemple, les filles réussissent mieux dans leurs études, et paradoxalement, réussissent mieux dans leurs études, mais disparaissent des postes et des grands diplômes et des postes à responsabilité. Ce qui pose des problèmes, il y a des contraintes sociales qui sont à tous les niveaux, quoi. Ce qui fait dire, par exemple, à Guillemette Reviron, vous avez vu là, Guillemette me disait, tu sais, si tu avais dû, toi, faire un doctorat en maths, je pense que tu aurais arrêté au bout du chemin, parce que, à plusieurs moments du processus, parce que c'était trop dur. On me disait, mais comment toi, une fille jolie en plus, tu fais des maths fondamentales sur le théorème de Gromov? Sous-entendu, tu devrais peut-être plutôt aller trouver un mari et, tu vois, aller, je sais pas, faire autre chose, un truc de fille, quoi, je sais pas, sage-femme, tu vois. Ben dis non, moi je vais faire des maths, quoi. Et c'est dur de désobéir à ça. C'est dur de désobéir aux attentes sociales. Et on en met beaucoup, beaucoup sur les garçons. On en met beaucoup, beaucoup plus sur les filles. On attend des garçons. Quand un garçon veut faire... maintenant ça change un peu, mais il y a 10 ans... si vous voulez faire coiffeur, généralement on vous dit « Ah bon, mais t'es pédé ?» Bah, tu dis non, non, pourquoi enfin oui, peut-être, que ça peut... J'ai juste envie de faire coiffeur. Puis généralement vos proches vous disaient « Non mais arrête, fais pas coiffeur quand même. » Alors, je sais pas quoi. Et puis les nanas, c'était mais tu veux faire charpentière? Mais quoi? Conductrice d'engin? Mais c'est pas un truc de fille, c'est pas gracieux. Et puis il faut être costaud. Ben non, tu sais, il y a des trucs maintenant c'est la conduite assistée, c'est pas très compliqué, tu vois. Oui, mais quand même, c'est pas grave. Vous voyez? Et c'est là que les attentes sociales ont un impact assez démesuré. Je dis pas ça pour vous dire que c'est pas bien de faire ceci ou cela. Moi, je m'en fous. Vous faites bien ce que vous voulez. Sachez juste qu'on vous prédétermine dans une certaine mesure et qu'il est assez jouissif de désobéir à ça. Désobéissez à ce qu'on attend de vous, quoi. Désobéissez à ce qu'on attend de vous. La pseudo-vraisemblance mène parfois aux préjugés, aux stéréotypes, souvent racistes et sexistes. Il y a des exemples sociopolitiques à ça. J'essaie de vous mettre, par exemple, vous voyez, ce qu'on appelle parfois l'essentialisme. Quand on discute de ces questions, on parle d'essentialisme quand on veut dire que les groupes sociaux ont une nature fondamentale dont ils ne peuvent pas se défaire. Par exemple, les Noirs sont enfantins et un peu bébêtes. Les Arabes sont voleurs, en soi, vous voyez, par nature. Les Juifs sont radins. Vous voyez, les Auvergnats aussi. Les Auvergnats, vous voyez, ils sont radins. Que les femmes sont domestiques. Regarde, je vois bien toutes les nanas qui sont autour de moi, elles adorent faire la cuisine. Ok. Et des choses comme ça. On va dire qu'il y a une nature féminine, une nature masculine.
une essence, si vous voulez. Et parfois au point même que l'on en nie les processus sociaux qui nous amènent à ça. Je vous donne un exemple, je vous jure, que j'ai trouvé absolument majeur, qui m'est arrivé en prison, à la prison de Vars. Donc je suis dans une prison. Dans la salle où je fais cours de critique des médias, il y a 15 personnes, il doit y avoir 2 blancs, et le reste c'est des noirs et des arabes. Alors, noirs et arabes, sous-entendu, généralement on fait un paquet, ça se trouve il y avait des Perses, il y avait des Kabyles, vous voyez, et comme on ne sait pas faire, et j'ai pas demandé, je demande pas, j'en sais rien, quoi. Je fais un paquet comme tous les connards, quoi. Je fais des gros paquets arabes, et je fais paquets noirs. Il peut être martiniquais, réunionnais ou auvergnat, mais de 4e descendance, de arrière-petit-fils de chocolat. Vous voyez, c'est un noir quand même, quoi. Vous voyez, donc ça fait des paquets. Donc il y a des noirs, des arabes et 3-4 blancs, 2-3 blancs qui traînent. Je montre une vidéo que vous avez peut-être déjà vu sur Internet, où lors des Jeux Olympiques de 2000, il me semble, il y a un gars de Guinée équatoriale qui prend le départ d'une course de natation, et ils sont plus que 3 à prendre le départ, et puis il y a 2 faux départs, et il se retrouve tout seul à nager, et il fait son 200 mètres ou son 100 mètres, je crois, puis il se noie à moitié, parce que c'est trop, enfin, il n'est pas assez entraîné pour ça, il se noie à moitié. Et les commentateurs se fendent la gueule, mais vraiment fort, quoi. Et ils se moquent vraiment de lui, et c'est glauque. Alors, je leur montre ça, et je leur dis, voilà, d'après vous, est-ce que c'est raciste ce qu'on vient de voir, quoi? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et là, il y a un mec noir qui me dit, mais non, c'est pas raciste, c'est vrai. Nous, les Noirs, j'ai lu ça quelque part, on a un truc dans notre peau qui fait qu'on prend l'eau et on coule. Je dis, ah bon? Mais j'ai jamais lu un truc pareil, quoi. Il me dit, oui. Et là, c'est là que j'ai assisté en direct à comment on crée artificiellement soi-même dans sa tête, et même parfois à son propre détriment, un truc naturaliste. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une raison naturelle pour expliquer une prédétermination qui est d'ordre social. Parce que vous voyez, s'il y a beaucoup de Noirs qui courent aux États-Unis ou qui font de la boxe, c'est pas par un gène de la boxe ou un gène de l'athlétisme, hein. C'est parce que c'est les sports qui coûtent les moins cher. S'il y a très peu de gens qui sont africains, très bons en ski alpin, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le gène du ski alpin, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'entraîner en ski alpin au Congo. Vachement compliqué au Congo, vous voyez, je sais pas comment on fait, quoi. Et il y a des déterminations sociales comme ça qui font qu'il y a des gens qui vont se retrouver désavantagés. Et ça leur est même pas venu à l'esprit dans la discussion. Il a fallu que je pousse, quoi, vers ça, c'est de leur dire, mais si le mec sait pas nager, c'est parce qu'en Guinée équatoriale, à part les 2 piscines de blancs qu'il y a, et elles sont pas interdites aux noirs, mais il n'y a aucun noir qui vient, de toute façon l'entrée à l'hôtel est trop chère, et ben il n'y a personne qui peut s'entraîner à part dans un pauvre marigot, donc on risque pas d'être très fort en natation. Vous voyez? Et ça, c'est moins intuitif, mais c'est beaucoup moins coûteux que l'hypothèse d'une peau qui prend l'eau, quoi. Mais par contre, c'est simple, très coûteux, mais simple de s'imaginer qu'il y a un paramètre qui explique ça, quoi. Et c'était très marrant de voir ça. Et en fait, ça m'a permis après de revenir avec eux sur le fait que des gens comme Éric Zemmour ou des chroniqueurs comme ça peuvent tenir des discours du type c'est normal que les policiers contrôlent plus souvent les Noirs parce que de toute façon, il y a plus de Noirs qui font des conneries. Genre de truc, vous avez déjà entendu ça, ou plus d'Arabes, etc. En fait, ce que ne comprennent pas ces gens, c'est qu'ils font un grand classique en zététique qu'on appelle l'effet le biais de corrélation. On croit que quelque chose qui est corrélé est causal. Et on a l'impression que c'est parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont arabes qu'ils sont enclins ou naturellement enclins à faire ceci ou faire cela. Et en fait, c'est une erreur complètement incroyable, parce que si on regarde vraiment toutes les études sociologiques qui sont faites sur le sujet montrent que ceux qui sont en prison en France, ce n'est pas des noirs et des arabes, c'est des pauvres. C'est ça le paramètre. C'est des pauvres. Et si vous allez au Maroc, ceux qui sont en prison, ce n'est pas les Marocains, ou il y en a, mais moins, c'est souvent les Mauritaniens d'à côté. Quand vous allez en Mauritanie, ceux qui sont en prison, c'est les Sénégalais qui sont en prison. Et quand vous êtes au Sénégal, c'est les Guinéens qui sont en prison. Et quand vous êtes en Guinée, c'est les Sierra-Léonais d'à côté. C'est à chaque fois les pauvres du pays d'à côté qui sont en prison. Donc le paramètre, en fait, en prison, il y a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes. C'est pas ça le paramètre. Il y a plus de pauvres. Ce qui pose la question après, et de notre responsabilité à nous tous collective ici, qu'est-ce qui fait que une catégorie ethniquement marquée puisse être cantonnée à des rôles plus pauvres dans notre société, alors que ça fait quand même normalement 150 ans que l'esclavage est aboli, qu'on est censé avoir une démocratie intégrée et tout. Comment ça se fait que les gens n'ont pas accès aux mêmes choses, en fait? Comment ça se fait qu'ici, dans cet amphithéâtre, alors qu'on devait avoir à peu près 10% de noirs ou de gens très colorés, il n'y en a pas beaucoup. Moi, ça m'ennuie, ça me pose question. Comment ça se fait? Où le tri s'est-il fait, en fait? Pourquoi ils ont disparu?
Ils sont où? Les filles d'ouvriers, ils sont où? Ils sont où? Ils sont passés où? Généralement, ils ont disparu en troisième. Et pourquoi? Parce que le système scolaire dans lequel on est permet difficilement à des catégories qui sont considérées comme classe sociale professionnelle plutôt désavantagées par rapport aux autres, puissent arriver à percer ce plafond. Ce qui fait que nous, là, on doit être classe moyenne ou classe moyenne basse ou classe moyenne haute. Les très hautes, généralement, ne viennent pas ici non plus. Elles vont plutôt dans des grandes écoles bien particulières, polytechniques et autres, quoi. Vous voyez? On a un peu le ventre mou, si vous voulez. Puis il y a des gens qui ne viendront jamais dans ces amphis, quoi. Vous voyez? Donc je suis content de voir des fois des faciès un peu bigarrés, parce que c'est représentatif de la France. Hein. Je vous rappelle que la France possède 101 départements, il me semble. Il y en a qu'on oublie complètement, Mayotte. Et pourtant, il devrait y avoir des Mahorais ici, puis j'en vois jamais, quoi. Donc ça me questionne. J'espère que ça vous questionne aussi. Un autre exemple d'essentialisme, c'est sur les djihadistes ou les terroristes. Mais ça, c'est facile à décrypter. J'imagine que vous l'avez déjà décrypté, quoi. Les djihadistes, ils sont en soi, ils sont malades, c'est des fous. C'est le discours officiel, c'est le discours classique. Ils sont victimes de dérives sectaires, ils sont complètement crétins, ils ont été complètement gangrénés par une propagande. Et quand on regarde de près, on se rend compte que cette rhétorique, elle est très facile, elle est simple. On a d'un seul coup vous avez des gens malades, pathologiquement atteints dans une société qui, elle, est saine, si vous voulez. Donc il suffit juste de réparer ça, puis c'est réglé, quoi. Alors que quand on regarde sociologiquement parlant ce qui se passe, on se rend compte que les djihadistes, ne sont pas plus crétins que les autres, en moyenne. Il y a des abrutis dedans, mais il y a des gens très bien. En plus, djihadiste, c'est pas très clair comme mot, parce qu'il y a des djihadistes du verbe qui ne font qu'écrire, il y a des djihadistes du sabre qui ne font que se battre. Bref, il y a plein de variantes différentes, mais ça, pour les médias, c'est déjà trop compliqué. Et ensuite, il faut se rendre compte que la colère qui amène ces gens à commettre des actes que moi aussi je trouve répréhensibles, c'est pas le problème, mais si on veut comprendre ce qui se passe pour pouvoir faire en sorte que ça s'arrête un jour, il va falloir comprendre que tout part d'une colère politique, plus ou moins construite, plus ou moins bien nommée, plus ou moins bien dite, mais qui fait que c'est marrant de constater que ces discours djihadistes séduisent une proportion de la population qui est plutôt pas très avantagée dans notre système. Donc susceptible d'avoir une colère un peu plus grande. Et quand je regarde leur colère à ces gens, moi j'ai l'impression d'avoir la même. Je trouve ça glauque qu'il y ait des quartiers vraiment marqués ethniquement parlant à Grenoble. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un brassage? Comment ça se fait que c'est pas facile pour quelqu'un qui est deuxième génération d'immigration puisse pas s'installer à Mélan, par exemple? C'est vachement compliqué. Comment ça se fait qu'un pote djiboutien qui s'est installé à Froge il n'y a pas très très longtemps, aucun de ses voisins veut lui parler? Juste parce qu'il est noir, très noir, il est très très noir. Mais quand même, enfin bon, je veux dire... Enfin, on n'est plus au XVIIe siècle, on n'avait jamais vu un noir. Je comprendrais qu'on se mette à courir quand on voit un noir au XVIIe siècle, mais maintenant, quoi, vous voyez? Et ben mon pote, il galère, quoi. Il n'a pas d'amis. C'est un truc de fou, hein. Et quand je me suis retrouvé à Paris, une fois, je me suis retrouvé à Paris pour parler. Il y avait un ancien ministre de l'Intérieur qui était là. Il disait en fait, je trouve qu'elle est très pratique. Et ils venaient tous nous chercher nous parce qu'on bosse sur les dérives sectaires. Ils disaient, vous qui travaillez sur les dérives sectaires, vous allez pouvoir nous aider à corriger les problèmes terroristes là, puisqu'ils sont tous dans des dérives sectaires, ces gens. Je dis ben non en fait. Ils ont une colère. Et tant que vous ne traiterez pas cette colère, tant que vous ne comprendrez pas que c'est la société qui est responsable dans son ensemble d'une certaine forme de maltraitance vis-à-vis de certaines populations, tant qu'on ne prendra pas ce problème à bras-le-corps et qu'on ne prendra pas les problèmes de politique extérieure dans lesquels nous intervenons de manière assez impérialiste, je pourrais dire, dans certains pays, par exemple, parfois même sans mandat de l'ONU. Hein. On va en Centrafrique, au Mali, on est en guerre un peu partout en ce moment. Hein. Tant qu'on ne prendra pas ça en compte, on ne résoudra pas le problème. Et venir essayer de faire une lecture décryptant une nature un peu maboule, un peu marteau qu'auraient ces terroristes, c'est se gourer de problèmes. C'est de soigner le symptôme, mais pas soigner le vrai problème de fond. Quoi. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans ce que je vous ai raconté là. Mais ça me semble assez essentiel. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'en ce moment, les cours qu'on développait, je vous le dis parce que ça va apparaître dans Le Monde, je crois, aujourd'hui, on a annoncé qu'on se retirait, on ne fait plus de cours en prison. On faisait des cours de critique des médias en prison, et on ne le fait plus parce qu'on nous a demandé dans le plan de lutte antiterroriste de dire « Ah, c'est bien ce que vous faites, hein, d'introduire la discussion sur les médias et tout. S'il y a des remarques de type djihadiste ou que vous remarquez des gens un peu radicalisés, ça serait bien de nous les signaler, en fait, parce que c'est important. Peut-être qu'on va vous adjoindre même des gens pour venir avec vous. Comme ça, on pourra remarquer lesquels sont radicaux, et comme ça, peut-être qu'on pourra mieux les soigner. » Vous voyez ? On dit « Mais c'est pas notre job, et deux, on n'a pas envie de les soigner, nous, ces gens. » C'est en amont qu'il faut soigner le problème, mais ce n'est pas ces gens qu'il faut soigner. Et donc on ne va pas se prêter à ça. Donc on renonce à nos cours en prison. Et ça nous fait chier. Je vous avoue que ça nous fait un petit peu chier. J'ai entendu des bip bip. Je vais voir s'il y a des questions. J'en prends quelques-unes à la volée. Je suis là, moi, fille d'ouvrière, ça me fait plaisir. Et de femme de ménage, super. Merci. Génial.
Malheureusement, en proportion, les chiffres sont manifestes et généralement, ils s'évaporent très rapidement. Et il y a des raisons à ça, on pourra en discuter, hein. Les sociologues bossent là-dessus, c'est le boulot des sociologues de bosser là-dessus, hein. Comment prendre en charge ce problème de colère engendré par la société concernant les populations touchées par le djihadisme? Je ne sais pas. J'ai des idées, mais je ne suis pas expert. Donc mes idées, c'est des avis de ce que j'entends et de ce que racontent les sociologues, les anthropologues, tous les psychologues qui bossent dessus. Donc il y a des gens qui savent mieux faire que moi ça. Mais il y a quand même des bribes scientifiques là-dessus qui disent que la principale manne de colère des terroristes, c'est la politique extérieure de la France. Alors contrôlons la politique extérieure de la France, nous. Et quand je raconte aux étudiants ou à des jeunes élèves que la France est un pays qui est quasiment en guerre de manière non discontinue depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils me disent « Ah bon, mais non, c'est pas vrai et tout. » Oui, non, on est en guerre, mais pas chez nous. C'est cool, ailleurs, quoi. Que ce soit pour redresser les Kanaks en 1988, que ce soit pour calmer les révoltes malgaches en 1947, il y a que des épisodes guerriers, quoi. Et souvent sans mandat pour entretenir des anciens précarés. Regardons de près la politique post-coloniale française. Si vous faites ça, vous serez assez surpris. Je vous recommande d'ailleurs chaudement la lecture d'un monsieur qui est décédé maintenant, un monsieur qui s'appelait François-Xavier Verschave, qui a fait quelques bouquins, notamment qui s'appelle La France-Afrique, qui est absolument remarquable. Est-ce que le radicalisme est un thème possible? Je dirais que non, parce qu'il est trop multiparamétré et que le mot en lui-même n'est pas très clair. Parce que moi, par exemple, je suis radical sur le critère de Popper, si vous voulez. Enfin, il y en a ici, ils sont radicaux, ils préfèrent World of Warcraft par rapport à un autre jeu. Enfin, radical, c'est-à-dire quoi? Et par rapport à quelle thèse? C'est très compliqué de prendre le radicalisme comme ça. Et puis surtout, vous ne pouvez pas avoir de sujet. Parce que les sujets dits radicaux, au sens où probablement vous l'entendez, ils ne vous le diront pas qu'ils le sont. Donc comment vous allez les trier pour faire un échantillonnage? C'est très compliqué. Mais il y a des gens qui bossent là-dessus à Sciences Po, hein, notamment. Hein. Est-ce qu'on peut considérer le radicalisme religieux comme étant le reflet d'une politique bancale? Je vous dis, il y a des spécialistes qui sont plus documentés que moi hein, sur ça, mais je dirais que oui. Hein. Je dirais que vous vous rendez compte quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez en 2004, je crois que c'est en 2004, la prise d'otage dans le Nord-Ost, le théâtre à Moscou. Ça avait été fait par des gens caucasiens, des Tchétchènes et tout. Quand vous regardez le 11 septembre 2001, quand vous regardez... moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de me préparer pour prendre un avion, pour le détourner, pour le foutre dans une tour, si vous voulez. Pourquoi moi, ça ne me vient pas à l'esprit et pourquoi ces gens, ça devient l'ultime salut, quoi. Ça devient l'ultime but. Qu'est-ce qui a fait que ces gens n'aient plus que ça comme ultime but? Qu'est-ce que ça témoigne comme faillite de notre système pour que ces gens-là, et qui bizarrement, et c'est là où on a un indice, viennent souvent des mêmes catégories socio-professionnelles, ou ethnico-socio-professionnelles, ou d'origine, si vous voulez, ethnico-socio-professionnelle. Ils viennent souvent pas de Mélan, quoi, ou de Coran ici, ou des villégiatures de Versailles, quoi, par exemple. C'est bizarre quand même, non? Donc j'aurais tendance à penser que oui, mais je vous dis, si vous voulez de la référence, j'ai de la littérature là-dessus, mais moi c'est pas mon job de comparer ces analyses, donc je ne sais pas si lesquelles sont les meilleures, mais en tout cas je crois qu'elles congruent toutes vers ça.